Vision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. La démesure dans l'expression des libertés doit faire face à la fermeté de la loi. Daniel Mekobe-Soné, le 21 février dernier, à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la Cour suprême. Le président de la haute juridiction, s'exprimant sur les libertés politiques, a estimé que celles-ci connaissaient de nombreuses dérives. Il dénonçait ainsi le règne de la démesure. Pour le premier président de la Cour suprême, l'expression des libertés s'éloigne considérablement des garde-fous fixés par les lois en vigueur dans le pays. Ce discours, dont le ton ferme n'est plus à démontrer, intervient à la suite de la série de marches organisée par le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun après la présidentielle d'octobre 2018. Des manifestations qui ont d'ailleurs toutes été interdites par les autorités administratives compétentes. Bien avant le MRC, c'est le Social Democratic Front, sous l'initiative du député Jean-Michel Nietzsche, qui a vu à chaque fois ces demandes systématiquement rejetées. Au même moment, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, tient ses meetings en toute quiétude, avec parfois l'autorité administrative assise au premier rang, à la tribune, bien sûr. Liberté publique, pourquoi ça fait débat? Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Liberté publique, pourquoi ça fait débat? Je suis en plateau ce soir avec Maître Martin Bitton. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous nos millions de téléspectateurs. Voilà, vous êtes avocat et ancien magistrat. Tout à fait. Faut toujours le rappeler. Oui, voilà, juste à côté. Analyste politique. Analyste, bien sûr. En face de vous, bienvenue. Hein. En face de vous, Maître Roland Diou. Maître, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à nos millions de téléspectateurs sur Equinox TV. C'est toujours un plaisir de partager ces moments d'échange fructueux avec nos compatriotes. Ok, vous êtes avocat au barreau du Cameroun, tout à fait. Aussi militant du MRC. Militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Voilà, un autre militant en face de vous, lui c'est Maître Georges Teguin, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir au milieu de téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes. Oui. C'est un réel plaisir pour moi d'être là pour échanger sur le thème qui a été choisi ce jour. Voilà, je rappelle que vous êtes avocat au barreau du Cameroun. C'est bien ça, je suis avocat. Maître Georges Teguin. En face de vous, du RTPC, il faut le dire. Voilà, en face de vous, Hilaire Zipan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller municipal encore pour quelques jours, hein, ou quelques mois. N'en déplaise à ceux qui veulent que je parle. Non, on en a pour longtemps un peu encore. Ah bon? Ouais, pour longtemps un peu. Conseiller municipal, premier arrondissement de Douala. Exact. Voilà, et je commence avec vous, Hilaire Zipan. Quel est l'état des lieux de liberté publique au Cameroun en tant qu'analyse politique? C'est trop vaste. Je pense que la question qui m'est posée va susciter. Pour planter le décor. Oui. Il vous revient à vous de planter le décor. Oui, si je prends ces derniers temps, il faut dire qu'il y a pratiquement plus de liberté. Je sors pratiquement de Yaoundé, où j'ai vu qu'il y a pratiquement plus de liberté. Je suis dans la scène depuis 90, je pense qu'il y a une grande reculade, si on fait des comparaisons. Malgré que notre démocratie, en principe, devait être dans le sens de l'amélioration, dans l'application des dispositions légales, également l'exercice de la quiétude de ceux qui veulent bien compétir, il va sans dire que nous sommes en train de reculer. Deux exemples que vous comprenez. En 90, pour ne prendre pour ceux qui n'étaient pas là, il faut dire qu'à cette période-là, il y avait
beaucoup des arrestations, plus ou moins sur les libertés. On a vu par exemple l'affaire Monga qui a mobilisé pas mal. Je pense que le magistrat qui est en fonction peut attester de ce qu'à cette époque-là, il y avait certainement des avancées parce que les arrestations n'étaient pas en cascade comme cette fois-ci. La deuxième, c'est qu'après cette phase de 90, on a eu la phase où on avait pratiquement un parti pilier qui portait tout l'ensemble de l'opposition, qui était le SIF, qui, dans l'exercice de la mouvance de l'expression des libertés sur lesquelles nous tous étions d'accord, s'est mis avec les autres partis politiques dans différentes coordinations des partis, Union pour le changement, Front des forces alternatives, bien entendu CN2R. Et je pense qu'au centre, il y avait l'expression sur les libertés, sur lesquelles il n'y avait pas de débat pour reculer, bien entendu. Et cette fois-ci, nous constatons que l'opposition subit. Parce que comment expliquer que dans ces derniers temps-ci, une manifestation s'est tenue le 26 janvier 2019. Oui. Il y a eu des arrestations 2 jours après au domicile d'un membre, supposé membre important du soutien de ce candidat. Oui. Je préfère dire ça comme ça. Et puis par la suite, il y a des arrestations en cascade, naturellement le tout dernier qui est donc celle de Maître Ndoki. Je rappelle en passant que Maître Ndoki n'a pas participé à la marche, donc je ne comprends pas très bien pourquoi on l'arrête, si ce n'est que la marche du 26 janvier. Elle n'a pas participé à la marche, donc je ne comprends pas. Donc cela veut simplement dire que le pouvoir est soit dans deux choses, soit il y a un calendrier caché dans lequel il veut mettre en application et il faut museler presque tout le monde. À ce moment-là, à l'opposition, il faut bien qu'on prenne conscience de cette situation-là. Soit les faucons, si vous l'appelez ainsi, du régime emportent sur tous ceux qui peuvent être des militants suffisamment avertis qui veulent que la démocratie avance. Si nous considérons que la thèse de la démocratie est le creuset et bien entendu des libertés, on peut se poser la question. Je terminerai sur ce point-là par Bafan. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis que je suis très inquiet. Parce que le Pierre Pemo, qui est le maire de Bafan, oui, qui est le président de l'UMS, qui avait été arrêté, bien entendu, incarcéré, et dont les militants, pour exprimer leur désarroi, ont bravé, ont fait 3-4 marches à Bafan, qui n'étaient pas interdites, mais qui subitement, pour accueillir le maire de Bafan, Pierre Pemo, sorti de prison, dans l'allégresse, dans la fête, on trouve que c'est trouble à l'ordre public. Vous manifestez, trouble à l'ordre public. Vous faites d'allégresse, trouble à l'ordre public. Je pense qu'on n'est pas loin de dire que même les mariages vont être trouble à l'ordre public et que même les funérailles vont être trouble à l'ordre public dans quelques temps. Maître Biton, oui. Pour vous, c'est une reculade? C'est le constat que vous faites? Dans les années de Braise 90, vous étiez en fonction, vous étiez magistrat. Comparativement à ce que vous avez aujourd'hui, quel est le constat que vous faites, vous? Bon. Il n'hésite pas, on parle de reculade. Oui, on ne peut pas parler de reculade, mais il va de soi qu'on ne peut pas ne pas reconnaître la démesure. Seulement, je suis pondéré et lucide, oui, pour dire que la démesure, c'est de part et d'autre. Oui. C'est-à-dire que les citoyens, les partis politiques... Donc vous voulez dire que le premier président de la Cour suprême n'a pas fait le tour de la question, il a choisi un seul côté? Parce que vous vous dites, c'est de part et d'autre. Oui, oui, oui. Je crois que... Bon, dans l'expression des libertés... Je crois que le premier président, où il a oublié, oui, n'est-ce pas, de faire mention des dérives, oui, n'est-ce pas, de certains administrateurs zélés, oui, je dis bien certains zélés, parce qu'il y en a qui font correctement leur travail, ou alors il a occulté, n'est-ce pas, ce pan de problème. Bon, mais je crois qu'il y a une avancée significative quant aux libertés publiques. Évidemment, ça et là,
on rencontre des résistances, n'est-ce pas, et des dérives, comme je l'ai dit tantôt. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans la sous-région, n'est-ce pas, où on laisse quand même les gens s'exprimer, même comme c'est des mesures, parfois sont remarquées du côté de la presse, il ne faut pas... Oui. Bon, donc il faudrait vraiment prendre connaissance des lois, parce que j'ai l'impression que de part et d'autre, Oui. on lit la loi et soit on la lit en diagonale, oui, et on ne perçoit pas exactement les tenants et les aboutissants. Et c'est pour ça que j'ai apporté ici. Oui, mais Piton, je veux que vous réagissiez sur l'exemple pris pour Pierre Kwemo à Bafan. Hilaire Zipan, il nous a rappelé, lorsque Pierre Kwemo est envoyé à Kondengui, les populations de Bafan manifestent, je crois, pendant 3 jours. Oui. Et lorsqu'il est sorti de prison, ces mêmes populations, pour l'accueillir, se voient, on envoie les forces de maintien de l'ordre, les éparpiller. Comment comprendre ça? Bon, moi je dis que pour Pierre Kwemo, l'affaire en réalité était une affaire de droit commun, n'est-ce pas? Oui, pourquoi accepter les marches, les premières marches? Bon, demander la libération de Pierre Kwemo. Non, disons qu'ils n'ont pas accepté. Je peux dire que... Ah, ils ont perdu... les marches étaient interdites? C'était interdit, mais quelque part, je crois qu'ils se reprochaient quelque chose. Ils se sont dit, autant ne pas créer un incident. Oui. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'on l'a relâché avant terme? C'est justement la question qu'on se pose. Parce qu'il fallait que la justice aille jusqu'au bout et qu'on le relâche ou qu'on le condamne. Bon, mais là, je crois que sous la pression populaire, après avoir examiné minutieusement l'affaire, ils se sont dit, il vaut mieux le relaxer pour ne pas continuer à créer, n'est-ce pas, la tension qui est déjà suffisamment sous pression comme ça. Ok. Maître Roland Dierou, on en parle, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, le MRC, une fois de plus, qui fait sortir, parce que depuis le 7 octobre, depuis le 6 novembre, c'est le MRC qui organise des marches et tout ça. À un moment, on pense que cette sortie du premier président de la Cour suprême a un rapport avec les marches du MRC. Si c'est le cas, ce serait une violation grave de l'obligation qu'a le magistrat à l'impartialité. Il ne devrait pas faire une sortie pour stigmatiser. Non, il n'a pas dit ouvertement. Si c'était le cas, ce serait une violation. Je crois que j'ai pris les précautions de langage qui s'imposaient. Oui. Et je m'en vais emprunter à mon confrère tout à l'heure son expression de démesure de tous les... Partagés. Mais je lui emprunte juste le mot démesure. Oui. Parce que je ne pense pas que ce soit véritablement partagé. Si on fait l'analyse du point de vue purement statistique, en partant des indépendances, on peut observer qu'il y a eu des lois liberticides en 1962 qui sont prolongées vers 1966 et qui ont continué de s'appliquer. Puis en 1990, il y a eu les lois de liberté. Très bien. Sauf que de 90 à 2019, il est intervenu d'autres lois liberticides, notamment en 2014 sur la loi antiterroriste, qui, à s'y méprendre, ressemble à celle qui permettait de condamner la subversion. Vous savez, la subversion, c'était cette infraction-là qu'on commettait simplement parce qu'on n'était pas d'accord avec l'ordre gouvernant en place. Alors, si je fais cette analyse statistique, je peux sereinement conclure à une reculade. Si j'ajoute à cette analyse statistique des lois, la praxis, je peux à nouveau conclure à une reculade. On a interdit au Cameroun jusqu'à interdire l'accueil de quelqu'un. On a vu quand le professeur Kamto revenait
d'un voyage à l'extérieur, des forces de l'ordre tentaient d'interdire aux militants d'aller l'accueillir à l'aéroport de Douala. Vous avez couvert cette actualité-là, M. Outou. On a vu les forces de l'ordre tirer des gaz lacrymogènes sur des populations à Bafan cette semaine, parce que ces populations allaient accueillir M. le maire Kouemo Pierre. On a vu des forces de l'ordre militariser le quartier Odia à Yaoundé. C'était samedi, parce qu'on a interdit à ceux qui le voulaient bien d'aller prendre leur carte de militants au MRC. Oui, effectivement, ils crèvent les yeux que nous avons reculé dans l'exercice de nos libertés. C'est comme si vous allez vous lever un matin et dire que vous allez à l'église pour ceux qui sont chrétiens, et la police vous dira vous ne pouvez pas y aller. Tenez, d'ailleurs, on convoque déjà les hommes d'église pour qu'ils s'expliquent sur le contenu de leur prêche, parce qu'on estime qu'ils n'auraient pas dû être sincères avec leurs ouailles. C'est déjà un peu plus grave, ça ressemble déjà à l'Antiquité, ça ressemble à l'Inquisition. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus à l'abri d'une opinion. On a même vu dans le monde scientifique, le temple de la science qu'est l'université, des enseignants recevoir des demandes d'explication parce qu'ils ont donné des sujets à des étudiants que l'autorité académique a considérés comme étant des sujets politiques ou bien étant des sujets qui pouvaient être des soutiens à des hommes politiques ou à des formations politiques. Quand on fait ce constat, on ne peut ne pas s'offusquer et s'inquiéter du sens dans lequel pourrait aller l'exercice des libertés au Cameroun, surtout que ceci se fait en contradiction flagrante de la loi. Ce qui est bien avec les pays qui ont assumé leur choix de la dictature, c'est que les lois là-bas sont claires sur ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Le problème avec les démocratures, par contre, c'est qu'on vous dit que vous pouvez faire. Et lorsque vous faites, on vous arrête, on vous déporte, on vous embastille, on surcharge les infractions. Parce que si vous regardez le chapelet d'infractions reprochées à la 200aine de personnes poursuivies dans le cadre de la marche blanche, vous n'en finirez plus. On fait ça pourquoi? Et Maître Biton tout à l'heure a dit que M. Kouemo Pierre a été libéré avant l'heure. Je crois que c'est peut-être une réminiscence des anciennes procédures pénales au Cameroun qui avaient fait de la privation de liberté le principe. Parce qu'on n'est pas obligé, quand on est poursuivi, d'être privé de liberté. Quand vous avez des personnes qui peuvent demander à être mis en liberté sous, non pas seulement les garanties de représentation, il n'y a pas que les garanties de représentation, il y a la mise sous surveillance judiciaire qui existe et qu'on n'applique pas chez nous. On choisit systématiquement de mettre les gens en détention provisoire. Et quand vous regardez le florilège d'infractions, par exemple, reprochées au professeur Maurice Kamto et à nos camarades, vous avez vraiment le sentiment qu'on a voulu les surcharger au point où le fait qu'ils puissent bénéficier d'une liberté soit relégué au rang de l'impossible. Parce que précisément, l'objectif visé et assumé est de priver les gens de leur liberté. Parce que, vous le constaterez comme moi, est-ce là un traitement normal pour des personnes présumées innocentes que de les déporter des villes où ils sont supposés avoir fait des marches blanches pour Yaoundé où ils sont tenus au secret, puis sans qu'on ne sache si c'est de la garde à vue administrative ou la garde à vue judiciaire, puis c'est le tribunal militaire. Voilà, mais on ne va pas tout mélanger. Restons sur les libertés publiques, je vous en prie. Sur ce point, pour vous, on avance? Reculade aussi? C'est pas pour vous, c'est pas... je suis avec une joie tout à fait particulière, un enthousiasme particulier, les interventions de mes excellents companélistes. J'étais très heureux que chacun, le besoin de liberté est tellement grand. Mais j'avais moins tendance à sourire lorsque j'ai entendu parler de reculade. Serge-Alain reculade, parlons-en. Au Cameroun, avant 90, il n'y avait pas de loi portant organisation des libertés. Quand donc on fait les lois qui portent organisation des libertés sur le plan politique, sur le plan social, et toutes les libertés qui ont été consacrées par la multitude des textes de 90, on commence à libérer les Camerounais. Il faut peut-être rappeler le principe que mes confrères ici n'ignorent pas, c'est la liberté qui opprime. La loi libère. Donc ce sont les lois de 90 qui ont libéré.
S'il faut maintenant parler de la loi de 2014, la loi de 2014, je voudrais indiquer à mon confrère que elle est tellement bien faite que les experts français sont venus se rapprocher du Cameroun pour faire la loi antiterroriste française, puisqu'elle a été faite après la nôtre. Donc c'est vous dire qu'au Cameroun, on a des experts, on a des spécialistes, dont notamment le professeur Maurice Kamto, agrégé de droit public et sciences politiques, que je respecte, parce que je respecte les valeurs, Serge Alain. Je respecte la loi. J'ai entendu tout à l'heure parler des manifestations de M. Kouemou. Serge Alain, je pense que lorsqu'on parle de manifestation, la loi est claire. On doit déclarer immédiatement à l'autorité administrative qui délivre le récépissé immédiatement. J'ajoute l'adverbe immédiatement. Et est-ce que c'est ce qui est fait? C'est immédiat. Est-ce que ça a été fait? Voilà la première question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on ne l'a pas fait, ou alors lorsqu'on l'a fait et l'autorité administrative l'a interdit, la loi a réglé le problème en disant quelle est la sanction qu'on encourt. C'est la loi. La loi doit être appliquée dans toute sa rigueur, dans toute sa vigueur. Je rappelle que la loi a une vocation abstraite et générale, elle est impersonnelle, elle n'a pas été faite pour M. Kouemou ni pour M. Maurice Kamto. Et je voudrais également faire observer à mon confrère qui disait tout à l'heure que ce qu'on a fait au MRC, paraît-il, parce que lorsqu'on parle du MRC, je ne pense pas que le MRC soit poursuivi. Ce sont des personnes qui sont poursuivies. Lorsque vous invoquez les dispositions sur la mise en liberté, chers confrères, les dispositions de la loi sont claires. Lorsqu'on est poursuivi pour un crime passible, l'emprisonnement à vie et la peine de mort, on ne peut pas être mis en liberté. Je ne dis rien, je n'invente pas, c'est écrit dans le Code de procédure pénale, article 224. Lorsque j'ai évoqué cela, lorsque j'ai rappelé la loi, lorsque je lis le discours de monsieur le premier président de la Cour suprême au magistrat respectable, qui a fait ses preuves, qui a travaillé à Douala, et tous les avocats de Douala peuvent en témoigner, en tout cas pour ceux qui l'ont connu. C'est un magistrat qui, lorsqu'il prend la parole, il ne raconte pas du n'importe quoi. Il a bien rappelé la formule grecque, c'est la liberté qui opprime, la loi libère. Donc, au lieu de reculer comme vous avez prétendu, je pense plutôt, pour ma part, et nous, à RDPC, que la loi a libéré. Je vais terminer en disant qu'au RDPC, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur ce plateau, nous avons fait notre choix. Nous avons fait un choix des institutions. Nous avons choisi la justice, qui est l'institution établie, qui est chargée de juger les Camerounais qui sont en porte-à-faux avec la loi. Et ces instances saisies rendront ou alors statueront ce qu'il appartiendra. Pour le reste, c'est des commentaires. Et moi, je ne commente pas, Serge Alain, je te l'ai déjà dit et je le répète encore ce soir, je ne commente pas les procédures pendant devant les juridictions. Je termine en disant, je suis heureux qu'enfin on ait compris qu'il y a une procédure qu'on appelle habeas corpus. Je me demande pourquoi on se plaint des gardes à vue, grand banditisme, on se plaint, mais on n'avait pas introduit cette procédure. Enfin, on s'est réveillé, c'est bien qu'on ait compris qu'on a des institutions et que ces institutions fonctionnent et qu'on doit s'adresser à l'institution. Enfin, lorsque le Conseil constitutionnel a statué, la présidentielle est derrière nous. La messe est dite. Ok, Hilaire Zipan, c'est que le désaccord, c'est sur l'interdiction systématique des manifestations, hein, des partis politiques de l'opposition. Et parce que très souvent, l'autorité s'appuie sur le sacro-saint principe de préservation de l'ordre public. Oui. Comment comprendre ça? Que ça sorte toujours du tiroir. Oui, je pense que tout à fait. J'ai suivi M. Tegam avec beaucoup d'intérêt, nous expliquer le côté répréhensif et le côté procédural de la loi. Mais ce qu'il semble ne pas intégrer, c'est que dans les dispositions de 90, l'expression des partis politiques est tout à fait encadrée. Un parti politique s'exprime comment? Par des manifestations. Elle organise bien entendu des réunions qui doivent être certainement encadrées par les dispositions légales. Mais elles sont systématiquement refusées. Vous connaissez une manifestation de l'opposition acceptée depuis 1990? Vous pouvez en citer une seule? Une seule? Le SDF. Acceptée? Le SDF a manifesté la semaine dernière. Non, je dis que non. Cabral Libé, il y a 15 jours. Non, permettez, je dis, je prends plus loin en 90. J'ai l'impression que vous venez d'arriver dans la scène, mais je prends plus loin en 90. En 1990, fort de cette disposition de loi, au sorti des élections présidentielles de 90, si vous avez bonne mémoire, j'espère que vous étiez là. Il ne me souvient pas qu'il y a une élection présidentielle en 90. Non, en 92, je dis bien, dans les années 90, bien, 92.
Frouille a été mis en état d'urgence. Il n'y avait pas les lois sur la liberté à ce moment-là. Il n'y a pas les lois sur la liberté. Il a été mis en état d'urgence pendant 2 mois. Résidence surveillée pendant 2 mois. Tout le nord-ouest était en état d'urgence. Tout le nord-ouest. C'est-à-dire que pour un individu, on a mis toute une province en état d'urgence. Il n'y avait pas la loi sur la liberté à ce moment-là. Bon, mieux. Quand j'y avance, lorsque les partis politiques de l'opposition ont voulu exprimer pour réclamer un code électoral suffisamment transparent, fort de cette disposition, les partis politiques, accompagnés des députés, on avait accordé un jour 43 députés du SIF, 6 de l'UDC, 3 de l'UPC, dans un consensus. Parti représentant l'Assemblée nationale à Yaoundé. Je n'ai jamais été autorisé. Je ne connais pas de mémoire, à moins que vous me donnez une souvenance ici, de mémoire. Donc, ça veut dire que les partis politiques fonctionnent au forceps. Mais, curieusement, le RDPC et ses alliés le fait aussi naturellement. Et je pense que le 24 mars, là, dans quelques jours, vous allez célébrer avec beaucoup d'allégresse. La difficulté et le cas de comparaison que j'essaie de soulever ici, c'est que je dis que M. Pemo, qui est maire de la localité, rentrait, dit dimanche, je rentre dans ma localité. Et dimanche, il a introduit, bien entendu, une demande. On lui a refusé. Et vous savez comment les populations qui sont allées l'attendre devant son domicile ont été accueillies? Devant son domicile, il a fait une demande pour le stade. On a refusé, il a dit, ok, moi je ne vais pas au stade, mais je rentre chez moi. Devant son domicile, on a balancé complètement la lacrymogène. Il a fallu qu'il se réfugie dans son domicile et en haut pour pouvoir s'exprimer pour ceux qui ont pu rentrer. Et donc, vous êtes allé chercher le personnel dans le domicile de M. Zongan. Il manquait seulement d'aller chercher maintenant les gens dans l'arrestation du monsieur Pemo. Voilà. Maître. Donc, vous n'allez pas opposer à la manifestation de l'expression du politique que je suis, tout à fait en permanence, les conditionnalités du droit. La consacration, pour ce qui est des libertés, elle est dans la Constitution, plus ou moins. Ça ne vous intéresse pas, c'est pas intéressant. Non, je pense que c'est pour ça que j'ai dit que c'est une grande reculade dans son application. Dans son application. Et je vous le dis très sincèrement. Si nous continuons comme ça, nous tombons, nous partons à la dérive. Et je prends un autre cas. Je vous dis, Maître Ndoki n'était pas à la manifestation. On a arrêté les gens pour la manifestation. Elle était un peu lecteur. Qu'est-ce qui justifie son arrestation? Qu'est-ce qui justifie son arrestation? Elle n'était pas, elle a dit qu'elle n'était pas à la manifestation. L'artiste Valsero aussi. Alors, donc, je vous dis qu'on ne comprend pas où on y va. Vous voulez installer une Gestapo? Basta. C'est bien. Continuez dans la Gestapo. Mais je pense que vous essayez de pousser les partis d'opposition à apparaître devant la scène comme des partis revanchards. Sinon, des partis de vengeance. Non, nous ne ferons pas la vengeance. Mais ce système RDPC, qui a un bilan tellement médiocre, il faut que les Camerounais s'en débarrassent. Parce que si on ne s'en débarrasse pas, aujourd'hui on se bat pour les libertés au Cameroun. On ne se bat même plus pour la croissance. On ne se bat même plus pour l'émergence. On ne se bat plus pour rien de tout ça. On ne se bat même plus pour notre bien-être. On se bat pour les libertés. C'est-à-dire qu'on peut sortir de cette émission et tout juste en bas, ah, monsieur Zipan, venez là, on vous a et transféré à Yaoundé. Voilà, c'est le nouveau, c'est la nouvelle façon de fonctionner. C'est-à-dire que je descends là, on dit, monsieur Zipan, c'est bon là, ok, transféré à Yaoundé. Comme s'il n'y avait pas une juridiction à Douala. Vous voulez dire qu'à Douala, il n'y a pas de justification. Il n'y a pas de juridiction à Douala en capacité de vous accueillir, en capacité de juger mes propos. Non, je pense que maître, il faut toute proportion garder avant de faire l'affichage devant le compte, ou du moins devant le Camerounais, le citoyen lambda, sous le principe qu'il doit pouvoir respecter les dispositions légales. Il n'en demeure pas moins que c'est l'espace public qu'on doit pouvoir organiser. Alors, voilà. On est plus loin, je dis bien, ça, et c'est extrêmement grave, et ces gens-là autour, que demain matin, vous faites un funérail, interdiction. Mariage, interdiction. Vous allez à la messe, interdiction. Et donc, anniversaire, interdiction. On est dans quelle république la maître? Maître Bitton, oui. Sur les conséquences, quelles peuvent être, selon vous, les conséquences de ces interdictions systématiques? Est-ce qu'on n'est pas là en train de vouloir retomber dans ce qui a guidé le champ politique, c'est-à-dire ce désamour-là? Avant la présidentielle 2018, les Camerounais avaient pratiquement tourné le dos à la politique. On a vu les Camerounais s'intéresser une fois de plus à la chose politique, en rapport avec la présidentielle, mais avec ces interdictions systématiques, est-ce qu'on ne risque pas de retomber dans ce qu'on avait avant 2018?
Oui, avant de répondre à l'autre question, j'aimerais rappeler juste un extrait de l'intervention du premier président de la Cour suprême lors de la rentrée sur l'année dernière. En ce qui concerne la liberté de réunion et de manifestation publique, son régime est fixé par la loi numéro 90/055 du 19 décembre 90. L'article 2 de la loi suivisée dispose à ce sujet que, ouvrez les guillemets, à un caractère public, toute réunion qui se tient dans le lieu public ou ouvert au public. L'article 3 ajoute, les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, sont libres. Toutefois, elles doivent faire l'objet d'une déclaration préalable. Sauf autorisation spéciale, les réunions sur la voie publique sont interdites. Voilà. Toutes les manifestations publiques, cortèges, défilés, marches et rassemblements de personnes, et d'une manière générale, toutes les manifestations sur la voie publique sont soumises à l'obligation de déclaration préalable. Cette déclaration est faite chez le sous-préfet qui coiffe l'arrondissement dans lequel la manifestation doit avoir lieu, 7 jours avant la date des manifestations. Il en délivre immédiatement récépissé. S'il estime qu'il y a risque de trouble à l'ordre public, il peut décider du changement de lieu et, dans le cas extrême, interdire la manifestation. En cas d'interdiction de la manifestation, moi j'ai ajouté, n'est-ce pas, par arrêté du sous-préfet. Il faut bien le préciser. Parce que j'ai eu à rendre une décision en 91-92 à Douala, le fameux chasseur du lion, vous savez bien, M. Kindi, et il avait prévu une manifestation, une réunion, et on savait qu'à l'époque, après la réunion, c'était la marche, et, voilà. Et tout le long de la marche, on a connu les cartons rouges. Et ce qui est spécial, c'est que j'ai vécu cette période. Avant ça, j'étais conseiller à la cour d'appel de Bafoussam jusqu'en 91. Donc j'ai connu, n'est-ce pas, ce début de démocratisation du Cameroun à deux lieux différents, à l'ouest, de 89 à 91, et dans le littoral de 92 à 99. Bon, donc vous voyez, alors l'organisateur peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance compétent qui statue par ordonnance dans un délai de 8 jours de la saisine des parties entendues en chambre de conseil. Donc c'était dans le cadre là. J'étais justement en grande instance à Douala. Okay. Bon, maintenant, quand vous parlez de conséquences, je crois que ce serait regrettable que cette escalade d'interdiction, disons, d'énervement, n'est-ce pas, de la répression se poursuive, parce que ça risque de radicaliser, n'est-ce pas, l'opposition et les gens portés à manifester, et nous faire retomber dans la situation des pays que nous avons connus, tels que la Côte d'Ivoire, tels que il y en a marre, n'est-ce pas, au Sénégal. Au Sénégal, oui. Moi, je crois que... Au Burkina Faso. Et au Burkina Faso. Bon, je crois que il faut peser le pour et le contre et se dire que nous sommes dans une atmosphère déjà électrique par tout ce que nous constatons, n'est-ce pas, dans les régions, dans 6 régions du Cameroun qui sont troublées. Bon, alors si on veut nous mettre sous le régime d'état d'urgence, bon, on peut le faire. Mais je crois que il est question de décrisper l'atmosphère. Il est question d'accéder à la demande de dialogue par la plupart des Camerounais. Un dialogue inclusif, un grand débat, baptisez ça comme vous voulez. Parce que, vous voyez ce qui est arrivé en France, puisque quelque part, notre président avait dit une fois qu'il était le meilleur élève de la France. Mais vous voyez que, si on parle de reculade, on peut dire qu'il y a reculade en France. Il y a des arrestations. Il y a l'autorité
administrative ou l'autorité publique est garante de la paix publique, de l'ordre public, et, n'est-ce pas, pour ne pas arriver plutôt à la destruction de l'État, tel que nous voyons, il y a des choses qu'il faut absolument faire. Et parfois être ferme. Mais il faut toujours encadrer pour ne pas sortir du cadre. Ok. Et maintenant, des leaders de votre parti sont embastillés depuis quelques semaines. Il y a aussi, on va le dire comme ça, vous avez évoqué cette réunion d'Oudja, cette rencontre avec les jeunes à Oudja qui a été malheureusement dispersée, c'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Est-ce que ça a un impact Voilà. Est-ce que ça a un impact sur la vie de votre parti? Est-ce que les jeunes s'intéressent? Ils n'ont pas peur de subir le même sort? Je vais vous livrer un témoignage. Oui. Parce que pendant que la soldatesque faisait ce qu'elle faisait à Oudja, la même initiative était lancée ici même à Douala, au siège régional du parti à Deido. Et moi j'y étais. Je le disais pour blaguer à ceux qui étaient là en nombre important, que est-ce que vous vous rendez compte que vous bousculez pour vous inscrire dans un parti dont les dirigeants sont en prison? C'est la blague que j'ai fait circuler tout au cours de cette journée-là. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que effectivement, quelqu'un l'a dit sur ce plateau avant moi, peut-être que c'était vous, monsieur Serge Alain Autou, la désaffection qu'on a observée pour la chose politique avant 2018, les pouvoirs, le régime oppressif en face veut que les Camerounais retournent dans leur léthargie. Sauf que cette fois-ci, c'est mal visé. Les Camerounais ont décidé de ne plus abandonner la chose politique précisément. C'est pour ça que malgré l'interdiction, malgré l'intimidation de samedi dernier, nous avons enregistré environ 4000 inscriptions ce seul jour. En tout cas, en ce qui concerne Douala, les fiches que moi j'ai consultées marquaient au moins 3500 personnes. Et je suis parti de là avant la fin. Donc, on est certain, aujourd'hui, on a la preuve, on l'a mis en évidence que malgré l'intimidation, la chose politique intéresse non même pas simplement les jeunes. Il y a un monsieur d'un âge avancé qui m'a dit à moi que mon fils, je n'ai jamais fait la politique dans ma vie, mais voici que j'ai pris une carte. Nous allons continuer le combat. Voilà des témoignages qui me font avoir la certitude aujourd'hui que ce sont des coups d'épée dans l'eau que le régime RDPC est en train de faire, parce que les Camerounais ont décidé de ne plus laisser la politique les faire. Vous me pardonnerez la trivialité de l'expression, parce que, comme disait quelqu'un, si vous ne faites pas la politique, c'est la politique qui vous fera. Les Camerounais ont choisi de ne plus se laisser faire et désormais de faire la politique, qui veut simplement dire s'exprimer, qui veut simplement dire exercer les libertés dont on a la garantie, dont on a le droit. Tout à l'heure, lorsque mon confrère aîné reprenait pour notre bonne éducation les dispositions de la loi de 90 sur la liberté de manifester et de la liberté des réunions, j'ai retenu la disposition qui prévoit l'interdiction d'une marche. Ce qui m'a intéressé dans l'énonciation de cette disposition, c'est l'article 8, c'est qu'il est dit, toutefois, s'il estime, s'il estime, le sous-préfet ou le chef de district, que la manifestation projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public. Très bien, non pas à troubler l'ordre public. Parce qu'il y a gravement. La loi n'a pas dit s'il estime que la manifestation est de nature à troubler l'ordre public. La loi n'a pas dit ça. La loi a dit si la manifestation est de nature à troubler gravement l'ordre public. On l'a relevé. Gravement l'ordre public. Il peut, le cas échéant, et on lui donne deux options. Oui. 1. Lui a signé un autre itinéraire. 2. Interdit par arrêté. C'est-à-dire que si la manifestation est de nature à troubler l'ordre public, mais pas gravement, même déplacer n'est pas une mesure proportionnée. Il suffit d'envoyer les forces de l'ordre encadrées. Et je reviens au cas de la France qu'on a évoqué ici. Si un président d'Afrique centrale s'était proclamé meilleur élève de la France, je crois qu'il ne lit pas bien ses leçons lui-même. Parce que dans le cas précisément de la France, quand on fait même des lois comme celles qui sont
dans l'actualité française aujourd'hui, c'est les lois anti-casseurs. Vous n'entendrez jamais des lois anti-marche ou anti-manifestation. Quand il y a les manifestations des Gilets jaunes, le week-end dernier, ils en étaient à l'acte 100. Tout ce qu'on a arrêté, et ça ne fait pas encore une centaine, depuis 100 jours de marche, ce sont précisément les casseurs. Bon Dieu, expliquez-moi qui est-ce qui a été arrêté au Cameroun pour avoir cassé. On est tous d'accord au moins aujourd'hui, en tout cas depuis le 26 janvier, que tous ceux qui ont été arrêtés là, ce n'est pas parce qu'ils ont cassé quoi que ce soit, c'est simplement parce qu'ils ont marché. Ça veut dire que si on était en France, on aurait à peu près la moitié de la France. Michel Ndoki a marché? De ce que je sais, lorsqu'elle a été prise d'assaut par des balles non létales qui l'ont quand même blessée, elle était allée à l'hôpital général s'enquérir de la situation de Célestin Djamène. Et après qu'elle ait reçu ces balles non létales qui l'ont quand même blessée à 2 endroits sur sa cuisse, elle a dû s'occuper de sa santé. Je ne sais donc pas à quel moment est-ce qu'elle a marché. Mais laissons le cas de Michel Ndoki. Prenons le cas de M. Gaston Serval Abbé, dit Valsero, qui n'a pas marché, mais qui aujourd'hui logé à la même enseigne que le professeur Maurice Kamto, qui lui effectivement a marché. Prenons le cas de M. Ndachwa, Angélbert Lebon. Prenons le cas de M. Nzali Mitterrand et ces autres personnes qui ont été interpellées à 1000 lieues de la manifestation. Vous me direz qu'ils ont été pris pourquoi? Ah oui, j'oubliais. Hostilité contre la patrie, insurrection, etc., etc. C'est bien cela peut-être, me dira mon confrère Maître Teguem. Il a rappelé tout à l'heure que les dispositions de l'article 224 du Code de procédure pénale proscrivent l'admission au bénéfice d'une liberté provisoire lorsqu'on est poursuivi pour des faits passibles de la peine de mort ou de l'emprisonnement à vie. Cela est vrai, très chers confrères. Mais lorsque nous sommes dans le cadre de manifestations publiques, vous qui aimez tant la loi de 90 a prévu en son article 231 le régime répressif applicable en la matière. Il s'agit d'une poursuite correctionnelle. C'est une infraction passible de 15 jours à 6 mois. C'est donc une infraction pour laquelle, lorsqu'on est poursuivi pour avoir marché de manière illégale, on peut bénéficier de sa liberté de mouvement. Mais pourquoi précisément on a égrené le chapelet, le florilège de toutes ces infractions monstrueuses? C'est précisément parce qu'on s'est organisé pour que les personnes embastillées ne puissent pas, selon votre légalité formelle à géométrie variable, bénéficier d'une mise en liberté. Pourtant, tout le monde sait que la visée de cette procédure est non pas judiciaire, mais simplement politique. Les résultats de l'élection présidentielle ont donné des sueurs froides, mais d'un froid glacial à ces turiféraires du RDPC qui se croyaient tout permis. Ils ont découvert à leurs dépens, à l'occasion de cette élection présidentielle, que les Camerounais s'étaient réveillés. Et ils font feu de tout bois aujourd'hui pour qu'ils se rendorment. Mal leur en prend, parce que chaque coup qu'ils portent à la démocratie, chaque arrestation qu'ils perpètrent de plus en plus aiguise l'esprit des Camerounais, les dézombifie de plus en plus, et les voilà désormais au fait même des considérations juridiques. Depuis la présidentielle, l'amphithéâtre de 25 millions d'étudiants ne fait qu'enregistrer des cours supplémentaires. Après des cours sur le contentieux constitutionnel, nous sommes en train d'avancer, d'éclairer davantage les Camerounais sur le droit et la procédure pénale. Je crois que M. Teguem n'a plus d'envie de répondre à son confrère. Serge Alain, brûlé d'envie. J'entends beaucoup de choses, sauf que je constate que les gens s'éloignent beaucoup de la loi. La liberté n'a de valeur que lorsqu'elle est encadrée. C'est l'encadrement qui vous gêne, chers confrères. Et vous faites une lecture des textes que vous sélectionnez. C'est vous qui avez la nature de rappeler que c'est fait de manière sélective. Mes chers confrères, ou de manière sélective. Je voudrais quand même faire observer, chers confrères, que la loi, il y a des personnes qui sont indiquées. Et ces personnes
c'est le pouvoir judiciaire. C'est le pouvoir judiciaire qui contrôle l'exercice des libertés. Au Cameroun, la loi sur la liberté de manifestation dit bien que le pouvoir d'interdiction relève la compétence du tribunal de grande instance, qui doit statuer dans un délai de 8 jours. Ça veut dire que lorsque le sous-préfet interdit, c'est une voie de fait. Je parle sous le contrôle du magistrat ici à ma gauche, et même sous votre propre contrôle. Vous savez qu'il y a le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, et qu'un acte d'une autorité administrative n'est connu d'une autorité judiciaire que dans 2 cas, notamment lorsqu'il y a une voie de fait. Et je voudrais observer, vous faites croire que nous, RDPC, nous voulons empêcher l'expression des libertés. Au plus haut niveau, le 11 février dernier, Serge Alain, le président de la République, a rappelé dans son discours à la jeunesse, en les encourageant à faire la politique autrement, notamment en participant aux élections. Ça veut dire qu'il veut susciter de la part de la jeunesse un certain enthousiasme pour la politique. Donc il n'y a pas une volonté de découragement comme vous voulez l'insinuer. Puisqu'au plus haut niveau de l'État, on a même rappelé que nous voulons que les jeunes fassent la politique, mais autrement, dans le respect des institutions, dans le respect des lois et le respect des valeurs. Ce qui m'ennuie avec mon confrère d'en face du MRC, c'est que vous avez une véritable... Si vous avez un problème avec les lois, vous avez un problème avec les institutions. Vous prétendez au pouvoir suprême. Je me pose bien la question de savoir comment vous l'exerceriez. Parce que le pouvoir suprême suppose le respect des valeurs. Si vous ne respectez pas déjà l'institution, mes chers confrères, lorsqu'on veut accéder à notre métier, quelqu'un qui veut accéder, peut-il nous insulter, nous l'acceptons dans notre corps. Ce sont les règles primaires que je ne dois pas enseigner à des agrégés de droit public et sciences politiques. Vous ne pouvez pas vouloir accéder à une fonction et vous ne respectez pas cette fonction. Le président de la République n'est pas votre camarade de classe. C'est une institution. Et la Constitution, quand elle est faite pour donner au président des pouvoirs, qui peut notamment instituer l'état d'urgence. Monsieur Zipan, je vais vous dire, il faut que je le dise ici. Quand j'étais en première année de droit, notre sujet de première année, c'était au sujet de la Constitution du 4 octobre 1958. J'ai toujours cela en tête. L'expression monarque républicain vous semble-t-il justifiée. Je suis en France. C'était notre sujet de première partie. L'expression monarque républicain vous semble-t-il justifiée. C'était le premier sujet. Le deuxième, c'était la crise du système politique américain. Et j'avais plutôt traité le premier parce qu'il y avait des arguments. Dans tous les pays du monde, en France comme au Cameroun, le président de la République doit être protégé. C'est une institution. Elle doit être protégée. Je voudrais le dire pour dire à M. Hilaire Zipan que le pouvoir de déclarer l'état d'urgence dans une région n'est pas contre-positif. C'est l'exercice d'un droit constitutionnel encadré que le président de la République met simplement en mouvement. Vous ne pouvez pas, M. Zipan, vouloir nous faire croire que toutes les manifestations de l'opposition au Cameroun sont interdites depuis 1990, alors qu'il y a quelques jours, votre propre parti, le MP, avant la présidentielle, a organisé une manifestation à la salle des fêtes d'Aqua. Les partis politiques au Cameroun exercent librement. Simplement, elles ont un problème avec la loi et elles jugent à la place des instances établies. Lorsque le Conseil constitutionnel siège et les gens se pointent dans la rue, hold up. C'est la violation grave de l'institution, chers confrères. Nous allons au palais de justice tous les jours, on rend les décisions. Vous et moi, nous laissons les voies de recours, mais je n'ai jamais vu un avocat devant un palais de justice avec un document indiquant hold-up judiciaire, j'ai perdu ce procès. Monsieur, on exerce les voies de droit. Le Conseil constitutionnel a statué là, mais c'est dit. Il y a ce qu'on appelle la clause d'épuisement des voies de recours en droit interne. Vous savez mieux que moi. Chers confrères, je respecte les valeurs. Parce que moi, je serais heureux de dire à mon fils d'être agrégé de droit public et sciences politiques. Je respecte le professeur Maurice Kamto parce qu'il est agrégé. Cette valeur-là, je la respecte. Mais je dis que l'on marche sur une institution dans laquelle fonctionnent des hommes comme Sanda Oumarou. Si vous parlez de ce magistrat, tout le monde va vous dire c'est un magistrat de très grande qualité. Je dis de très haute valeur. Tu peux le confirmer. Qu'ils s'asseyent, ils disent que quelqu'un a gagné une élection et que les gens se mettent en route à dire hold up, c'est un problème. Et je voudrais également faire observer une chose. J'entends beaucoup de choses. Il ne s'est rien passé le 26. Monsieur, il s'est passé des choses au Cameroun. Et je voudrais vous dire, il ne s'est rien passé à Paris. Il s'est peut-être passé quelque chose à Paris géographique. Mais Paris juridique, c'est le Cameroun. Il s'est passé des choses au Cameroun ce jour-là.
L'instance établie est saisie. Nous ne pouvons pas venir ici faire le procès à sa place. Monsieur Zipan, je voudrais vous terminer en vous disant que nous pouvons descendre de ce plateau en bas, on nous interpelle. Ce ne serait pas interdit, c'est parfaitement légal. Mais à l'occasion d'une procédure, on va dire, vous n'avez rien fait, vous avez fait, vous n'avez rien fait. Ce n'est que cette instance-là qui peut juger. Vous n'avez, vous, monsieur Zipan, pas plus que le MRC, aucun pouvoir légal de vous substituer à l'instance qui est établie par la Constitution de la République pour rendre les décisions. Ces personnes qui sont poursuivies le sont dans le cadre de la loi. Il y a des infractions qui ont été retenues par monsieur le procureur de la République ou alors l'officier de police judiciaire ou alors le juge d'instruction. Dans ce cas, ce sont des charges. On attend le juge à l'occasion d'un procès contradictoire, fixera tout le monde. Je voudrais quand même faire observer une seule phrase sur ma concerne Doki. Je souhaite pour elle qu'elle soit remise en liberté parce que l'alter ego m'autorise à dire un avocat, quand même, sa représentation en justice ne pose pas un problème. Pour moi, ma consoeur Michel Doki, à titre personnel, je le dis en tant qu'avocat, je pense que sa représentation ne pose pas un problème. On peut lui faire confiance et se présenter là à toutes les demandes, à toutes les réquisitions des autorités. Et celle du professeur Cameron, un problème. Je voudrais faire deux petites réactions. D'abord, la première, pour que Maître Tegen ne laisse pas croire aux téléspectateurs une fausseté qu'il a allègrement dite. Dans le cadre des élections présidentielles, on n'est plus sujet aux déclarations des événements. C'est à ce titre donc que M. Kindi a donc apporté son soutien à M. Biya, que personnellement dans le parti j'ai refusé. Donc, fausse information. Ça c'était la première. La deuxième, depuis 90, je suis un acteur. Je dis, je vous défie, à quiconque de vous d'entrer, une seule autorisation faite, même à des partis représentant l'Assemblée nationale. On n'est pas une autorisation. Laissez, même déclaration. Même l'autorisation. C'est le parti qui fait la déclaration. Le gouvernement n'a rien. Même déclaration. Non, c'est pas l'amalgame aux téléspectateurs. Je dis qu'on vous n'autorisez même pas. Vous n'acceptez même pas. Il n'y a pas d'autorisation, monsieur. La chose la plus évidente, c'est que en 1990, pour votre mémoire, et là je veux vous rafraîchir la mémoire, monsieur Fronti n'avait pas gagné seulement dans le Nord-Ouest. Il avait gagné sur l'ensemble du territoire. Et d'une manière frustrante, on a construit aujourd'hui le rejet que les anglophones expriment peut-être autrement. Parce qu'il n'y avait que le Nord-Ouest qui a été mis en état d'urgence. Vous venez donc me dire que donc, le président de la République peut, dans la circonstance, il n'était pas président de la République, il était candidat au même titre que M. Fronti. Et c'est à ce titre-là, donc, liquidant les affaires courantes, qu'il a mis son challenger en état d'urgence. Allez visiter l'histoire. Okay. Donc, je vous renvoie un livre, il faut le lire, Edmond Camilla. Ça va vous rafraîchir la mémoire, mec. Bonsoir Cédric Noufélé. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Le 20h, c'est dans un instant, Cédric, au menu. Ce soir, 11 ans après les émeutes de la fin de février 2008, le contexte sociopolitique du Cameroun a-t-il changé? Vous suivrez dans ce journal la réaction et l'analyse des sociologues qui estiment qu'il y a de nombreux ingrédients qui pourraient faire favoriser un embrasement social au Cameroun, notamment ce malaise social profond, le recul de liberté et la violente répression des manifestations publiques au Cameroun et les mauvaises conditions de vie des Camerounais. Nous parlerons également de Maître Michel Ndoki. Son audition s'est déroulée ce jour. Du côté de Yaoundé, vous suivrez ce soir la réaction du barreau du Cameroun à travers la voix de son bâtonnier qui demande la libération de Maître Michel Ndoki et qui se prononce sur les conditions d'arrestation de cette avocate et militante du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous parlerons également ce soir de la visite du ministre de l'administration territoriale à Douala. Paul Atangadi s'est rendu sur le site de l'incendie du marché Congo afin d'évaluer les dégâts matériels et de discuter avec les commerçants sinistrés. Nous en parlerons dans un instant. Voilà, Cédric va développer pour nous tous ces titres dans le 20h. Quant à moi, je vous retrouve après, toujours en compagnie de nos 4 invités pour Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief. Place tout de suite, madame, monsieur, à la pause, journal.
Retour sur le plateau équinoxois, toujours en compagnie de nos 4 invités, Maître Martin Bitton, Maître Georges Teghem, Hilaire Zipan et Maître Roland Ndiéhou. Comment savez-vous, Maître Roland Ndiéhou? Il y a quelques jours, les avocats de Maurice Kamto récusaient le tribunal militaire, mais on apprend quelques jours après qu'il est devant le TGI. Essayez d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. Parce qu'il y a un débat qui est né, vous en tant que spécialiste du droit. Allez-y. Alors, à titre de précision, oui. Je dois d'abord peut-être, vous me permettrez, de rectifier un peu la terminologie qui est utilisée. Il ne s'agit pas de récuser, mais de décliner la compétence du tribunal militaire. Le tribunal militaire n'est pas compétent. C'est une chose. Oui. Et ça, c'est en ce qui concerne la procédure actuellement instruite devant le tribunal militaire de Yaoundé. D'un autre côté, lorsque des personnes estiment qu'elles font l'objet d'une détention illégale ou arbitraire, le code de procédure pénale leur donne la latitude de saisir le président du tribunal de grande instance par la voie d'une procédure aux fins d'être remis en liberté immédiate, ce qu'on appelle l'habeas corpus. Oui. C'est cette procédure-là qui a été initiée par les avocats et qui a été portée devant le tribunal de grande instance d'Umfundi pour le professeur Maurice Kamto et les autres camarades qui sont poursuivis dans le cadre de cette procédure-là. C'est donc cette procédure en habeas corpus qui s'est déroulée aujourd'hui devant le tribunal de grande instance. Et cela a été annoncé dans le journal en ce qui concerne la requête aux fins de libération immédiate du professeur Maurice Kamto. Cette affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 7 mars prochain. Donc il ne s'agit pas, comme je l'entends un peu, d'un acquiescement concernant la question de la compétence du tribunal militaire. Non, il s'agit simplement d'une autre procédure qui ne peut avoir lieu que devant le tribunal de grande instance. C'est cette procédure-là qu'on appelle l'habeas corpus. C'est de ça qu'il est question. Maître Teghem, oui, vous ajouter quelque chose? Non, éclairer la lanterne des téléspectateurs. Non, c'est que je dis simplement, c'est que dès qu'il y a un titre de détention qui est manifestement illégal, il a l'attitude à toute personne poursuivie de saisir cette juridiction. C'est du droit et quand c'est du droit, nous l'approuvons. Nous sommes enfin contents que le MRC ait finalement choisi la voie institutionnelle pour sortir de la crise. Et ce qui pour le MRC est une crise, parce que pour nous, nous avons choisi l'institution et nous en tiendrons à ce que l'institution décidera. Ok. Hilaire Zipan? Non, je pense que là, on est dans le droit. Quand les affaires sont pendantes devant la justice, le commentaire n'a pas sa place. Oui. Mais bon, pour autant, je pense que ce qui est tout à fait très important pour nous, c'est qu'il y ait cette décrispation. Voilà, ça c'est l'homme politique qui parle. Voilà, cette décrispation pour que les objectifs qu'on s'est fixés, l'émergence, amélioration des conditions de vie, le fait que les gens, les amis de M. Teghem qui passent le temps à piller la fortune publique arrêtent de le faire, et que dans la zone anglophone, de l'autre côté également dans le nord, que l'on puisse retrouver la sérénité, la sécurité dans la région de l'Est. Je pense que c'est ça qui nous intéresse suffisamment et nous pensons que le Cameroun a beaucoup de challenges à trouver dans ces chemins-là que de se mettre pour se battre pour des libertés. Je pense qu'on fait beaucoup de débauche d'énergie dans les partis politiques aujourd'hui pour encadrer les libertés. Pourtant, nous sommes à quelques mois des échéances électorales et une financière électorale et je pense que on ne va pas donner la capacité, du moins donner un semblant au RDPC parce que le bilan est tellement médiocre qu'il faut qu'on s'organise à l'opposition pour pouvoir éradiquer ces militants parasites compradors qui n'ont qu'un seul mot, piller la fortune publique. Je voudrais donc terminer en disant que je me félicite que enfin on puisse tomber d'accord que si l'on peut interpréter la qualité du trouble à l'ordre public pour pouvoir encadrer les libertés au cas où c'est grave, comme disait Maître tout à l'heure, il n'en demeure pas moins que dans le cadre des comportements d'allégresse, de joie, que l'on puisse quand même le faire. Cette situation montre à suffisance que l'État est devenu le parti.
Et je pense que c'est dû au fait que la reculade dans l'opposition pour les dispositions de l'article 7, alinéa 4 de la Constitution de notre pays, font en ce que le président de la République ne peut plus être président de la République et président national du RDPC. Et je pense que c'est cette façon de laisser qui encourt à ce que les fonctionnaires pensent que la meilleure méthode de pouvoir servir l'État, c'est d'appartenir au RDPC. Vous voyez une manifestation du RDPC, le sous-préfet est assis, le gouverneur est assis, vous voyez une manifestation du RDPC, même les commissaires, même les autorités judiciaires viennent s'installer. Je pense que c'est regrettable, ça ne fait pas avancer. Non, c'est pas pour l'encadrement. Pourquoi ils ne le font pas avec les partis représentant l'Assemblée nationale? Je pense que ces partis-là ont quand même pignon sur eux. Et nous pensons que pour nous, à l'opposition, il est temps qu'on s'organise suffisamment pour pouvoir éliminer ces gens-là, parce qu'on ne peut pas faire mieux qu'avec des militants qui ont leur place dans le cachot. Voilà, Maître Diéou, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, juste une réaction, parce que la discipline sur un plateau veut que quand on vous pose une question fermée, vous y répondiez d'abord. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question de pédagogie. Oui, et justement, parce qu'ils sont nombreux les téléspectateurs qui veulent comprendre. Je me suis astreint justement à cet effort de pédagogie, là, sans faire de commentaire. Oui. Mais je m'en voudrais de ne pas quand même... vous voulez faire un commentaire aussi? Les autres, faire un commentaire, même s'il ne sera pas long. Je fais le commentaire sur la notion de parti-État. Oui. Vous avez observé comme moi que Madame le ministre... Moi, c'est l'État-parti. Oui. Toi, tu es dans le parti-État. Non, moi, c'est l'État-parti. C'est-à-dire que c'est les fonctionnaires qui sont des militants du RDPC. Le parti-État, c'est que c'est les militants qui deviennent plutôt l'État. Ah, là, il y a un problème de... Non, moi, c'est l'État-parti. Pour moi, c'est l'État-parti. Soit. Il n'en demeure pas moins que j'emprunte l'idée pour dire qu'on a récemment vu Madame le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat commettre un message porté pour annoncer une manifestation à Banganté de remerciements. Mais quand vous regardez l'entête, c'est l'entête du ministre, avec le cachet du ministre, avec la signature du ministre, pour parle d'un événement du RDPC qui aura lieu à Banganté. Dans cette condition-là, vous convenez avec moi qu'ils ne feront même pas, ils ne se gêneront même pas pour faire la déclaration, encore moins pour demander l'autorisation, parce que c'est le ministre lui-même qui d'ailleurs fait un message porté. Nous qui voyons souvent les actes de la police et de la gendarmerie, c'est des messages, c'est des instructions qu'on donne par message porté. Donc c'est une instruction en fait qu'on donne aux gens d'aller à une manifestation du RDPC. Donc, que ce soit parti-État ou État-parti, selon la terminologie de M. Zipan, on est bien dans le cœur du problème. Parce que vous voyez bien que parce qu'il n'y a pas de ministre MRC, on ne peut pas assister à une manifestation publique au Cameroun. Le RDPC a tous les ministres et fait toutes ces manifestations par message porté. Voyez-vous, c'est très compliqué. Autre chose que je voulais peut-être indiquer, c'est que les procédures... effectivement, le cadre légal existe. Et mon confrère tout à l'heure a semblé se réjouir du fait qu'enfin, selon ses termes, on ait pu choisir de saisir les voies de l'habeas corpus telles qu'elles existent. Mais je voulais lui souligner que la politique pénale, ce n'est pas la politique pénale qui rentre dans le principe de la séparation des pouvoirs. Parce qu'il conviendra avec moi que la politique pénale est bel et bien menée par le ministre de la justice quand c'est la justice ordinaire, ou le ministre de la défense quand c'est la justice militaire. Ce n'est donc que lorsque les juridictions de jugement, si on peut dire ça comme ça, ou tout au moins à la limite les juges du siège sont saisis d'un dossier qu'on peut parler d'une prise en main d'une procédure judiciaire par le pouvoir judiciaire. Donc c'est bien le procureur de la République ou le commissaire du gouvernement qui choisit la qualification qu'il donne à une infraction. Et il choisit cette qualification comme, en vertu des principes de la politique pénale qu'il applique, qui est forcément du ressort guidé par l'exécutif. Donc quand le commissaire du gouvernement choisit de qualifier une marche blanche d'hostilité contre la patrie, c'est un choix délibéré de l'exécutif. C'est-à-dire qu'il vous donne une patate, il essaye de donner une patate chaude au juge, d'abord d'instruction, qui, avec le nouveau code de procédure pénale, est un juge du siège, puis plus tard au juge judiciaire, mais c'est lui qui a choisi de se tromper de qualification.
Il a choisi de voir dans une manifestation publique tout à fait autre chose, en grossissant un peu les faits, pour précisément créer la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire instiller la peur dans l'opinion publique et faire croire aux gens que c'est extrêmement grave, que c'est même plus grave de marcher pacifiquement que d'acheter un camion de sable à 700 000 francs. On dit aux Camerounais qu'il est plus grave d'exprimer son droit de manifester que de détourner les fonds publics. Parce qu'on ne voit pas la même célérité lorsqu'il faut poursuivre les auteurs ou les personnes suspectées de cette infraction-là. Excuse-moi. Non, un seul mot pour permettre à M. Bitton de réagir. Chers confrères, vous parlez du procureur de la République, vous parlez de politique pénale. Monsieur le procureur, je passe sous le contrôle de notre aîné, qui est là, le magistrat. Monsieur le procureur a deux principes, la légalité et l'opportunité. Si la légalité des poursuites, ça veut dire qu'il ne s'assoit pas et fait tel que vous êtes en train de tenter de le décrire. Il est limité par la légalité. Et il est dans ses fonctions, il a la légalité des poursuites qui le limite. C'est-à-dire que la poursuite n'est valable que lorsqu'elle est légale. Et puis, vous avez fait observer tantôt. Mais non, il est dans l'opportunité, il faut s'expliquer aussi l'opportunité. L'opportunité, c'est son choix. C'est-à-dire que il a les deux, mais il n'est pas les deux. Il a c'est exactement bien sûr. Il faut qu'ils comprennent. Même si le procureur ne rend pas les décisions. Oui, bien sûr. C'est la justice qui rend les décisions. Simplement, vous avez fait croire que c'est l'exécutif qui dicte au procureur de la République. C'est ce que je veux dire. Ce n'est pas vrai. Vous voulez faire croire. Restituez au moins mes propos. Chers confrères, vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu ni rien suggéré. Je m'en excuse. Je suis toujours très courtois quand j'écoute. Pourtant, j'entends des choses, Dieu seul sait. Si je suis aussi d'accord avec ce que vous dites. La démocratie suppose le respect des règles. Vous ne pouvez pas dire qu'un enseignant du supérieur, à l'occasion de son enseignement, distille, si vous voulez, des propos en faisant de la politique, alors que le texte créant l'université interdit la politique à l'université. Et la loi va jusqu'au plan pénal, a dit que toute manifestation politique au sein de l'université est réprimée par la loi. J'ai dit sur le plan pénal. Donc un enseignant ne peut pas, à l'occasion de son enseignement, faire passer un message politique. C'est ce qu'on appelle l'obligation de réserve des enseignements. Quand c'est violé, l'État doit sévir, même si les gens se plaignent. Et je vais terminer en disant que lorsqu'un supérieur hiérarchique adresse une correspondance à son subordonné, ça ne doit pas se retrouver sur les réseaux sociaux, sa réponse. J'ai appris du président Chirac. Il disait ceci en parlant au président Mitterrand. Monsieur Mitterrand, je n'ai jamais levé le voile sur une conversation que j'ai avec le président de la République. Ni avec le général de Gaulle, ni avec Georges Pompidou, ni avec Giscard d'Estaing, ni avec vous. Monsieur Mitterrand, est-ce que vous pouvez dire, en me regardant dans les yeux, que je vous ai dit que M. Gorgy était coupable de complicité d'action dans les crimes précédents, alors que je vous ai toujours dit, je voudrais faire la digression pour dire que j'ai appris du président Chirac que lorsqu'on communique avec la hiérarchie, on n'en parle pas dans les médias. Donc si un enseignant fait publier, c'est à sanctionner et à réprimer. C'est ce que je voulais faire observer pour le moment. Bitton ? Oui, Serge Alain, je crois que j'aurais parlé le moins. Très souvent vous êtes le magistrat. Avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de sagesse. Je vais vous proposer quelque chose. Oui. C'est qu'on équilibre, n'est-ce pas, les interventions. On va minuter. On dira chacun à 20 minutes. S'il y a quelqu'un un peu moins, on rattrape. Voilà. Parce que là, vous manquez dans votre temps de parole. On pris le pas sur... Moi, je suis de la société civile et j'ai généralement... des positions intermédiaires, parce que je ne suis ni pour tel parti, ni pour tel autre. Bon, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons emprunté l'habeas corpus, une procédure qui nous vient du droit anglo-saxon, où on dit que la liberté est le principe et la détention l'exception. Bon, je crois que dans les démocraties africaines, c'est plutôt le contraire. Bien. Ceci dit, nous avons la loi antiterroriste qui est là un peu comme l'infraction que nous avons dans le code pénal qui parle d'activité dangereuse. On peut y mettre tout. C'est-à-dire que
pour un oui ou un non, on dit activité dangereuse, c'est quelque chose, une infraction pour tout. Bon, ici, je voudrais reprendre les propos du premier président dans son allocution dernière. Il dit, plus grave se trouve être la situation de ceux qui ont choisi non pas d'exprimer leur volonté politique dans le cadre d'un parti, mais plutôt dans le cadre des mouvements terroristes. Il s'agit simplement de la négation de la liberté politique. Les actes terroristes sont sévèrement condamnés tant par le règlement 01/CEMAC du 11 avril 2016 que par la loi camerounaise numéro 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes terroristes. Le règlement CEMAC prévoit en son article 121 que les personnes physiques coupables d'une infraction de financement de terrorisme ou de la prolifération sont punies d'une peine d'emprisonnement de 10 à 20 ans et d'une amende égale au moins au quintuple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de financement du terrorisme. Les peines sont doublées en cas de récidive et si l'auteur du financement a agi dans le cadre d'une bande. La loi camerounaise, en son article 2, dispose que est puni de la peine de mort celui qui, à titre personnel, en complicité ou en coaction, commet tout acte de menace, d'acte susceptible de causer la mort, de mettre en danger l'intégrité physique, d'occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l'environnement ou au patrimoine culturel dans l'intention d'intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et ou une organisation nationale ou internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. L'article 13 de la loi susvisée prévoit la possibilité d'admission. On ne va pas lire tout le discours, ouais. Non, parce que c'est tout un... Oui. Non, maintenant, vous regardez la montre, alors non, je n'ai même pas fait non, je crois que je dois terminer mon propos. Je vous ai donc dit que... Parce que là, vous étiez avec le premier président. Oui. On va vous écouter maintenant. Bon, quand, quelque part, on a dit que c'était une infraction mineure, c'est-à-dire correctionnelle, j'ai dit, voilà, la loi antiterroriste prévoit ce cadre. Et c'est justement pour cela que on a envoyé les autres devant le tribunal militaire. Et je vous dis en passant que j'ai été juge militaire en appel. Et donc je sais comment fonctionne la justice militaire. Bon, maintenant, comme la justice est saisie, ça ne veut pas dire qu'automatiquement, quand on les traduit devant le tribunal militaire, ils sont coupables. Hein? On va attendre que la justice se prononce. Mais ce qu'il y a, c'est que nous disons que il y a quelqu'un, un sage, qui a dit que lorsque vous voulez commander un peuple, il faut apprendre à lui obéir. Alors, il faut qu'on fasse très attention, parce que le peuple, pour qui, n'est-ce pas, nous prenons la parole... Vous parlez à qui, là? Non, là, je parle au Camerounais. À l'État, au Camerounais. À tous les Camerounais. Au Camerounais. Hein, parce que... et par ricochet, l'État. Oui. Donc, je dis, moi, c'est pour ramener le pays dans l'apaisement. Oui. Dans, n'est-ce pas, le vivre ensemble. Parce qu'en ce moment... vous sentez beaucoup plus de tension. Oui, ça n'encourage pas le vivre ensemble. Et quelque part, il y a des discours tribalistes, des discours séparatistes, des discours de rejet de l'autre. Et vraiment, il faudrait qu'on fasse attention. Moi, je crois que ces choses sont arrivées. Il y a eu comme un énervement de la répression, et parfois, comme si on avait paniqué devant la situation. Il y a lieu de se ressaisir et de revenir dans le cadre de la justice et des lois. Mais de quel type d'opposition a besoin le RDPC? L'opposition qui l'accompagne ou bien on veut comprendre? Quel type d'opposition? L'opposition est complètement libre au Cameroun. Elle se manifeste. Nous n'avons pas de leçon à donner à l'opposition.
L'opposition, ce que nous demandons, c'est le respect des règles, le respect des lois. Nous voulons une opposition qui respecte les lois, qui respecte les règles, qui respecte les valeurs, qui respecte les décisions de justice, qui s'en remette à la justice. Est-ce qu'il peut y avoir progression, avancer sans transgression de certains principes? La transgression n'est pas nécessaire. Lorsque nous constatons qu'une loi est mal faite ou qu'elle a des lacunes, on s'assoit, on la... Enfin, après un certain temps, évidemment, on relit les lois. Les lois ne sont pas faites pour ne pas être modifiées. Lorsque les lois sont faites, après un certain temps, on s'assoit, on essaye de faire, si vous voulez, ce qu'on appelle souvent une révision de la loi, on l'examine et on l'améliore pour améliorer la qualité des libertés, pour améliorer le cadre juridique dans lequel les libertés s'exercent, pour améliorer le cadre juridique dans lequel les partis politiques peuvent exprimer leur liberté. Voilà ce que je voulais dire en quelques mots. Et pour finir complètement, je voulais indiquer que pour répondre à mon grand frère Maître Biton, je voulais faire observer que si nous respectons les règles, Maître Biton, si nous respectons les valeurs, si nous respectons les fonctions, notre pays sera un grand pays et nous n'aurons plus ces petits problèmes de tribalisme que vous décriez. Voilà. Non, sorti, oui, on a sorti au terme. Oui, pratiquement au terme. Je voudrais rappeler à tous les Camerounais que lorsqu'on s'exprime dans la pluralité et dans la démocratie, la loi électorale doit pouvoir faire le consensus. Je rappelle pour mémoire d'histoire que la loi électorale aujourd'hui, qui est là, a été votée seule par le RDPC. Même son allié, l'UNDP, ne l'a pas votée à son temps. Ça veut dire que cette loi pose un problème. Et là, dans ce cas-là, j'emprunte donc la progressivité dont Maître Tegem fait référence ici, pour que nous améliorons. Dans ces règles-là, ne pas tenter de nous conformer. Parce que les partis politiques s'expriment à un moment T. Et la légitimité est vocation au thermomètre du vote. C'est-à-dire que c'est à peu près, on dit, bon, ok, c'est M. Jipan pour le moment qui vote, et c'est qui gouverne, et demain matin, c'est Maître Tegem qui gouverne. Donc, je voudrais que les Camerounais comprennent donc cette façon de pouvoir faire alterner. Et une fois qu'on n'est pas d'accord avec la règle, on aura toujours des problèmes. Parce que quoi? Les Camerounais aujourd'hui sont devant une situation. Est-ce que l'autorité, c'est la loi? Ou est-ce que l'autorité se conforme à la loi? C'est ce qu'essayait de dire tout à l'heure le président. Pour dire que malgré qu'on a l'autorité ou qu'on est celui qui est en responsabilité, on n'est pas pour autant la loi. Okay. Et c'est parce que justement ces lois-là posent des problèmes que nous, les politiques, nous avons du mal à manifester. Sinon, comment comprendre que trouble à l'ordre public, c'est l'allégresse, trouble à l'ordre public, c'est la marche, trouble à l'ordre public, c'est les funérailles. Donc on met tout à l'intérieur et il faut donc à un moment qu'on arrive donc à discerner pour permettre à ce que l'on puisse s'exprimer objectivement. Et je voudrais terminer vraiment pour dire que, et là c'est à mon ami, mon camarade, il est temps de reconstruire le rapport de force de l'opposition. Parce que justement, nous sommes en reculade dans cette démarche-là, parce que justement, le pouvoir central a tout absorbé. Il faut donc reconstruire les forces alternatives de l'opposition pour permettre à ce que la prochaine fois, le RDPC n'arrive pas ici avec beaucoup de zèle, comme Maître Tegem le fait tout le temps. Ok, merci, c'est le mot de la fin. Merci, cher monsieur, d'être venu. La diffusion 23h GMT, il sera minuit à Ebonner.